Si vous ne connaissez pas cette compagnie, mettez-la dans votre watchlist. Elle est aussi intéressante qu'une compagnie comme SPGI ou bien une compagnie comme MSCI. On est dans le même segment d'activité ici, sauf que cette compagnie a deux, n'est pas, comment dire ça, elle a un, comment dire ça, il y a un segment d'activité qui fait la même chose que, SPGI et également MSCI. Et ensuite, elle a un autre segment qui fait autre chose, qui est à peu près aussi similaire à un segment de Bank of America et un segment ici de JP Morgan. Je vous laisse aller voir en profondeur, soyez curieux. Maintenant, cette entreprise, si vous connaissez, est-ce que vous connaissez le SPY? Allez-y, regardez c'est quoi le SPY. Dites-vous que c'est cette compagnie qui est l'émetteur du SPY, qui est l'indice du S&P 500 le plus suivi. Point à la ligne. Maintenant, le mot ici, il est large et il est en croissance. Et le mot ici provient de deux éléments, le switching cost et l'efficient scale. Essentiellement, ici, quand on parle d'efficient scale, ici, c'est économie d'échelle. Économie d'échelle, c'est quoi? Avantage au niveau des coûts. Donc, globalement, ici, au niveau du coût de changement, c'est le pilier central du mode de State Street. Un fonds de pension ou un gestionnaire d'actifs qui confie la garde, l'administration et le reporting réglementaire de ses actifs à State Street intègre profondément les systèmes de la banque à ses propres opérations. Donc, en arrière-plan ici, donc le back-office, comptabilité de fonds, calcul de valeur liquidative, conformité réglementaire, règlement de transactions. Migrer vers un concurrent signifie transférer des positions sur des milliers de titres, OK, à travers des multiples juridictions, reconstituer des historiques de conformité et risquer des erreurs opérationnelles pendant la transition. Un exercice que les investisseurs institutionnels évitent, sauf en cas de rupture grave de service ou de tarification. Et là, la tarification est un élément important. Ici, dans ce domaine d'activité, plus vous êtes gros, plus vous devez baisser les prix. C'est un avantage. Vous savez combien d'actifs elle gère à elle seule? Plus de 50 trillions. Je dis bien 50 trillions. Donc dites-vous que s'il y a une erreur informatique quelque part dans cette compagnie ou un risque au niveau de la cybersécurité, le monde peut vaciller, littéralement. Cette compagnie représente un risque systémique, aussi bien un peu comme Bank of America, ainsi que vous avez également JP Morgan. Mais faites attention, elle est très méconnue, enfin dans la sphère francophone, elle est méconnue de manière générale. Donc ici, en Amérique du Nord, on la connaît de manière. Tout le monde connaît cette compagnie-là. Ça m'étonnerait qu'il y ait un Canadien qui ne connaisse pas que cette compagnie de manière générale. On n'est pas là pour ça. Je suis là pour vous présenter les meilleures entreprises possibles. Et vous pouvez voir ici, avec un prompt, on détermine si l'entreprise pourrait être intéressante au-delà des chiffres, juste en se basant sur le type d'avantage concurrentiel qu'elle peut avoir. Et le coût de changement, vous savez que c'est un avantage concurrentiel que j'aime énormément. Donc, migrer en concurrence, donc, signifie ici, voilà, faire beaucoup d'acrobatie ici et on peut risquer également des erreurs. Donc, la propre documentation de cette sur les gains de mandat de service, donc revenus de commission de service qui restent installés dans le futur, illustre bien cette dynamique. Les nouveaux contrats prennent du temps à être pleinement intégrés. Les nouveaux contrats. Ce qui reflète la complexité et la lenteur du processus d'intégration lui-même. Donc, un indicateur indirect mais réel de la friction de changement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer, mais c'est très rare. OK? C'est très, très rare. Donc, vous avez à peu près les éléments qui justifient cela. Est-ce qu'on a des actifs intangibles? Je dirais non de manière générale. Effet de réseau sur le segment. euh, Sur le segment ici, gestion d'actifs, il y a un effet de réseau. OK? J'aurais pu lui demander d'aller en profondeur. Enfin, j'aurais pu faire ceci. Il y a une autre manière également de poser la question. Tu prends State Street, tu mets deux segments d'activité et tu vas voir que la réponse sera différente. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je comprends la compagnie, je sais à peu près ce qu'elle fait. Donc, techniquement, ici, je sais comment je pourrais aller un peu plus en profondeur. Dans tous les cas de figure, ceux qui ont accès à la bibliothèque de prompts de base, je vous montre comment est-ce que vous pouvez encore mieux l'utiliser. OK? Donc, je continue ainsi que la bibliothèque Premium. Toutes les informations sont en description de la vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin, comme j'ai tantôt mentionné. Efficient Scale, donc c'est l'effet de réseau. Enfin, pas l'effet de réseau, c'est l'économie d'échelle. Donc, quand on parle d'économie d'échelle, ici, on parle ici d'avantage de coût. Avantage de coût et effet de économie d'échelle vont ensemble. C'est pour ça que c'est jamais un mot qui est commun. D'accord? Donc, la garde d'actifs institutionnels à l'échelle mondiale est un marché structurellement limité à un très petit nombre d'acteurs. Vous avez State Street, vous avez Bank of, enfin c'est BNY Mellon et Northern Trust, on les appelle généralement comme ça. Donc, et Northern Trust domine ensemble ce segment aux États-Unis, un marché où les barrières réglementaires, donc capital risque,
agrément dans des dizaines de juridictions, infrastructures technologiques de conformité rendent l'entrée d'un nouveau concurrent extrêmement improbable et où un quatrième acteur qui tenterait d'entrer ferait chuter les rendements de tous les acteurs existants sous leur coût sous leur coût de capital globalement. Donc, ce qui veut dire ici qu'il n'y a aucun intérêt à rentrer dans ce business-ci parce que techniquement, tu vas batailler sur quoi? Sur les coûts. Et si tu batailles sur les coûts ici, bah, il y a de grandes chances que toi-même, tu ne fasses pas d'argent. Donc, personne ne va s'aventurer à venir jouer sur ce terrain-là. Et c'est pour ça que c'est une industrie où les acteurs sont plutôt, voilà, ils ont plutôt tendance ici à être disciplinés. C'est un peu comme la distribution ici de médicaments aux États-Unis. Dans ce business-là, c'est essentiellement des centrales d'achat. Donc, la marge est très petite, ça ne sert à rien de venir concurrencer dans ce business-là pour faire de la concurrence. Donc, je suis plutôt d'accord sur l'avantage. Je pense même que c'est l'un des plus intéressants. Et il est en croissance parce que les actifs sous gestion ne font qu'augmenter et elle peut avoir la possibilité de continuer à baisser ses prix. J'aime bien ça. Quant au positionnement, non. Les risques ici, globalement, sur la sensibilité au niveau des marchés constituent le risque le plus direct et le mieux documenté. Une part substantielle du chiffre d'affaires de State Street, donc les commissions de services et de gestion, représente environ 79% du chiffre d'affaires total en 2025 selon une source d'analyse indépendante. Donc cette part-là est indirectement liée à la valeur des actifs sous garde et l'administration, ce qui signifie qu'un marché baissier prolongé réduirait mécaniquement les revenus, même si aucun client ne part, tout simplement parce que les actifs sous garde vont avoir tendance à diminuer. Et quand on dit actifs sous garde, ça veut dire ici que si j'ai acheté une action à $100 et qu'aujourd'hui elle vaut $200, c'est $200 qui sont sous garde, ok? Alors que je n'ai pas acheté de nouvelles actions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si le $200 devient $100, les actifs sous garde diminuent. Alors que techniquement, je suis toujours client de la compagnie. Et vous voyez que ma commission, etc., c'est par rapport au volume de ces actifs-là globalement. Vous pouvez donc comprendre que c'est à peu près le même système qu'avec les autres entreprises ici liées au secteur ici de la gestion d'actifs, enfin, pas la gestion d'actifs, mais la fourniture ici de fonds indiciels, etc. Donc, le second risque ici, c'est risque spécifique au modèle bancaire de State Street. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un tout petit peu une banque. Donc, tient à la sensibilité des taux d'intérêt sur son revenu net d'intérêt. Donc, une composante plus modeste, mais réelle, du chiffre d'affaires qui a été décrite comme relativement stable récemment. Mais comme je dis tantôt, c'est pour ça que je dis que State Street est peut-être moins connue parce qu'elle s'apparente généralement à une bancaire. D'un côté, c'est vrai, donc c'est presque 3 compagnies en une, mais n'oubliez pas ici qu'elle peut littéralement spin-off sa partie, son segment ici, gestion d'actifs, qui est un segment qui est encore en croissance, c'est même le segment qui croît le plus rapidement dans cette compagnie. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, en revenu, on a une croissance, mais la croissance de revenus, etc., je voulais aller voir à quoi ça ressemble. En termes de marge nette, c'est plutôt stable. C'est très rare de voir une compagnie, même dans les banques, vous n'allez pas voir ce genre de choses. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez regarder cette compagnie, le point de vue, il ne faut pas regarder les free cash flow parce qu'elle s'apparente à une bancaire. Limitez-vous au net income, d'accord? C'est ce niveau-là qu'il faut avoir tendance à regarder. Le ROIC va vous dire que c'est négatif, etc. Mais comme je dis toujours, à chaque entreprise, sa métrique particulière. Et vu qu'on sait comment ce business il fonctionne, je peux vous dire que ce qu'il faut regarder ici, c'est le net income de manière générale, ok? Le reste... Voilà, sans changement. Donc, le tangible asset également pourrait être intéressant, mais si on prend également la partie bancaire, globalement ici, c'est un business qu'on va payer, le marché paye généralement aux alentours ici de, voilà, entre 10 et 15 fois les bénéfices parce que sa partie banque va avoir tendance à avoir un effet négatif sur elle. La valeur d'entreprise également, ne la prenez pas parce que comme je l'ai dit, c'est une bancaire dont ça se regarde différemment. Donc, le marché va avoir tendance à payer 10 fois les bénéfices ici, en moyenne, et ce qui n'est pas plus mauvais que ça, parce que derrière, vous pensez qu'elle fait quoi? Elle rachète massivement ses actions. Regardez à peu près le shareholder yield de cette compagnie. Quand on prend à peu près le versement d'un dividende, le remboursement de l'action, donc c'est une entreprise, enfin, qu'est-ce que je regarde? Le buyback yield plutôt, buyback yield. Voilà. Donc, à une certaine période, elle a racheté plus de 23% de sa base d'actions installée, tout simplement parce que le marché valorisait ses actions à des niveaux très, très bas. Donc, personnellement, c'est une entreprise, enfin, elle est assez complexe, il faut dire la vérité, mais c'est une excellente, si vous comprenez ce qu'elle fait, c'est une excellente entreprise à avoir en watchlist de manière générale. Et pour ceux qui recherchent vraiment un dividende, voici une compagnie qui pourrait vous verser en date d'aujourd'hui 6,63%, mais elle ne le fait pas. Et c'est un business également qui a tendance à être prévisible. 90% du temps, les analystes font de bonnes prévisions sur ce type d'entreprise. Donc,
Ça peut être intéressant. Et comme vous pouvez le voir, les attentes ont de plus en plus augmenté sur les dernières années et l'action est suivie par plusieurs analystes. Donc, si vous êtes curieux, allez-y en profondeur. Donc ici, si je suis optimiste global, je vous mettrai ici un target price aux alentours de 177 $ l'action, donc à 10 fois les bénéfices. Attention, j'ai mentionné ici qu'elle peut aller aux alentours de 15 fois les bénéfices, et plus même d'ailleurs. Donc au prix actuel, je dirais qu'elle est correctement évaluée, et donc ça pourrait être toujours intéressant de l'avoir en date d'aujourd'hui, dépendamment de votre stratégie. Après, je ne suis pas là pour vous dire de l'avoir, ne pas l'avoir, etc. C'est une entreprise de qualité. Elle a un avantage concurrentiel large et donc je la mets dans ma watchlist. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de votre côté. Dans tous les cas de figure, ceux qui ont des questions, ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations importantes sont en description de la vidéo. Donc, je vais mettre à jour ici cette compagnie. Donc, on mettra à peu près 177 dans la watchlist. 177, c'est State Street, c'est TTT. Donc, 177 pour TTT. Pour STT et on mettra ici X10 des bénéfices ici de 2028 et on sait pourquoi est-ce qu'on a pris les bénéfices de 2028. Donc cette suite ici c'est TTT, STT, donc ST, donc voilà, je mets ça, ST, voilà, State Street, donc ST, on est quelque part ici, voilà, State Street Corporation et je marque cette compagnie 177 si ma mémoire est bonne. C'est ça, ouais, 177. Et voilà, je mets la date d'aujourd'hui. Globalement, on met ça là. Ça a été mis à jour aujourd'hui. Et je mets ici X10 P9 2028. Bim, badaboum. On se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos.